Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le marché des matières premières sous la loupe de nos experts ce soir. Vous avez sûrement entendu parler du bond spectaculaire de l'or sur les marchés internationaux où le lingot a franchi un nouveau record historique, plus de 2300 $ l'once. L'équation est historiquement simple. Les investisseurs se tournent naturellement vers l'or, valeur refuge par excellence, quand ça va mal sur la scène géopolitique. Et ce ne sont pas les conflits qui manquent. Guerre à Gaza, crise en mer Rouge, ou encore guerre en Ukraine. Et aussi quand il y a des appréhensions d'ordre monétaire, comme ce retour de l'inflation qui pointe son nez aux États-Unis, si la Réserve fédérale américaine venait à baisser le taux directeur. Et ainsi, depuis le 14 février, le métal précieux s'est adjugé plus de 15%. Ce bond s'avère tout de même assez difficile à décortiquer, surtout que certains analystes prévoient que l'or pourrait se diriger vers les 3000 $ l'once ou même plus. Et pas seulement, sous l'impulsion de la Fed. D'autres encore relèvent à quel point les grands gestionnaires de fonds se détournent du secteur des matières premières en général. Alors pourquoi ? Quelles sont donc les valeurs à suivre, refuge ou pas d'ailleurs ? Réponse dans cette émission avec nos experts. Le marché des matières premières est volatile par nature et il ne subit pas seulement les effets de la fragmentation géopolitique. Il y a aussi la transition énergétique. Et là, selon McKinsey, les métaux et minerais comme le lithium ou le cobalt, pour ne citer que, seront très convoités dans les prochaines années avec une demande donc croissante parallèlement à la prolifération des technologies de ce secteur. Mais pas que. La demande en biocarburants devrait mettre le marché des commodités agricoles, cette fois, davantage sous pression. Le marché des commodités est, comme on vient de le voir, de plus en plus interconnecté. Il est donc essentiel de comprendre ces nouveaux mécanismes qui impactent au final notre consommation à nous, simples citoyens. Pour le débat de ce soir, j'accueille en plateau d'abord, sur le plateau de questions d'actu, l'économiste analyste des marchés et des matières premières au sein du think tank marocain Policy Center for the New South, Sabrine Emran. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter et de répondre à nos questions ce soir. Nous avons avec nous, et pour avoir justement une idée et une analyse beaucoup plus macro, l'expert en supply chain et en intelligence économique et stratégique, Oussama Wassini. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir, Roch Mbroka. Et je vous souhaite à vous, à tous les spectateurs et aux Marocains, que vos doigts soient exaucés durant ces jours sacrés. Inch'Allah, merci beaucoup. Et avec nous depuis Paris, le vice-président commercial région Union européenne du groupe américain Gevo, Olivier Ravel. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci à vous de vous joindre à nous. Je vais rappeler quand même peut-être que Gevo est un groupe américain de produits chimiques renouvelables et de biocarburants, notamment la canne à sucre et les résidus de blé, pour ne citer que ces deux éléments. Merci encore une fois de vous joindre à nous. On va peut-être commencer par un petit rappel pédagogique sur le fonctionnement des marchés ou du marché des commodités. Comment se forment les prix ? D'autant plus que l'inflation aux États-Unis est sur un chemin chaotique, pour reprendre les termes du président de la Fed, donc vers l'objectif d'une baisse des taux d'intérêt. Est-ce que c'est un des éléments phares qui affecte finalement l'évolution des prix sur ces marchés des commodities? Je vais commencer par vous, Sabrine Emran. D'accord, merci beaucoup. En fait, la question, elle a toute son ampleur dans le contexte actuel, parce que justement, la formation des prix ne repose plus que sur l'élément de ce que sont ces matières premières ou ce qu'elles représentent physiquement. Donc en fait, on a vu l'introduction d'un concept qui est la financiarisation des matières premières, qui est paru au début du siècle, mais même en fin du siècle précédent. Et en fait, c'est ce qui a donné lieu à ce qu'on appelle un marché organisé. Donc en fait, sur ce marché, nous avons ceux qui veulent acheter, ceux qui veulent vendre, mais aussi les négociants de ces matières premières. Cette financiarisation, elle a fait en sorte que les matières premières, elles se comportent comme des actifs financiers. C'est-à-dire, en fait, ça a donné lieu à deux sortes de prix. Nous avons les prix spot, mais aussi les prix futurs. Exact. Donc, en fait, aujourd'hui, si nous voyons les matières premières qui se comportent comme des actifs financiers, nous regardons ces catégories d'investisseurs sur ces marchés financiers, parmi lesquels figurent aussi les spéculateurs. Donc, en fait, il y a beaucoup de théories en fait, et beaucoup d'éléments de recherche qui disent que la spéculation, elle contribue également à l'inflation des prix des matières premières. Quelles que soient les annonces attendues, finalement. Exact. Il y a l'élément de la spéculation est là, que la Fed annonce une baisse des taux ou pas.
la spéculation joue son rôle finalement. En effet, il y a beaucoup de littérature qui explique ceci et que finalement, l'offre et la demande et l'analyse fondamentale, comme vous l'avez mentionné, elle joue un rôle, mais il n'est pas à lui tout seul en fait responsable de la hausse des prix. Donc ça, c'est en fait une étude que nous avons essayé de faire sur les prix du pétrole justement entre 2019 et 2022 pour voir en fait qu'est-ce qui venait avant, la hausse des prix ou les positions en fait des spéculateurs qui étaient net acheteuses ou net vendeuses selon le cas. Nous avons vu qu'il y avait une corrélation très positive entre les deux. C'est-à-dire que finalement, ces spéculateurs, ils pouvaient aussi également se baser sur des éléments de lecture fondamentale du marché pour prendre leurs décisions de manière informée. Maintenant, je pense en fait que finalement, il y a la lecture du marché macroéconomique, l'offre et la demande qui font bouger les prix, mais aussi une analyse technique des marchés financiers qui fait bouger les prix des matières premières, comme commodité, tout comme d'autres actifs financiers sur le marché. Est-ce que le lien peut être établi entre l'inflation des prix des matières premières ? Il pourrait, oui, mais pas à 100%. Donc en fait, ça fait partie des éléments. Donc en fait, je me baserai vraiment sur les résultats d'une recherche économétrique que nous avons fait de notre part et qui disait que ce n'était pas le seul élément qui faisait bouger les prix, mais qui pouvait contribuer parce que, in fine, ça crée un sentiment sur le marché. Donc en fait, si on suit les positions spéculatives, qu'elles soient net positives ou net négatives, nous savons à quoi s'attendent les investisseurs. Donc finalement, même la décision d'acheter des futurs ou pas en position de vente ou d'achat, et motivés un peu par leur lecture. Donc, en fait, c'est un lien de causalité qui va dans les deux sens. Et donc, du coup, ce qui les pousse peut-être à vraiment revoir leur projection d'investissement sur telle ou telle valeur. Quand je dis valeur, c'est bien sûr, on n'est pas sur les marchés boursiers, hein, mais telle ou telle composante de ces marchés des commodities. Peut-être... Justement, un approfondissement dans les éléments des facteurs de risque, Oussama Ouassini. On a le taux d'intérêt, je l'ai cité tout à l'heure, de la Fed. Il y a la crise en mer Rouge, qui rappelle un peu les réminiscences de la Covid-19 et commence à un peu impacter les supply chains. Alors, dans le détail, parce qu'on lit cela, mais on ne comprend pas quel est le lien entre la guerre, par exemple, en Ukraine et à Gaza, la crise en mer Rouge et l'or qui atteint des records. Je vais vous expliquer ça, c'est très simplement. Vous savez très bien que l'inflation est due au coût de l'énergie. L'énergie est la mère de l'inflation. Et comme vous savez très bien, l'inflation a un impact direct sur les taux d'intérêt. Si vous avez une inflation de 3%, vous avez intérêt à avoir un taux d'intérêt directeur qui soit supérieur pour pouvoir couvrir cette inflation, la faire baisser. Parfaitement. Parfaitement. Donc maintenant, comme elle avait dit, au niveau des matières premières, c'est toujours l'offre et la demande qui jouent. Mais on peut jouer dessus. On peut jouer dessus par le biais de sociétés de courtage, comme elle avait dit, sur des options d'achat ou des options de vente, mais aussi sur le point de vue supply chain. Prenons le problème de la mer Rouge. Effectivement, vous avez des bateaux, des méthaniers ou des matières premières qui passaient par la mer Rouge en sortant vers l'Égypte et qui arrivaient directement vers l'Europe. Par contre, maintenant, en déviant, en passant par le côté africain, vous avez automatiquement rajouté 3 semaines de voyage. En termes de stockage de matières premières, la personne qui se trouve en Europe sera en pénurie. Donc automatiquement, les prix vont commencer à flamber parce que le coût est déterminé au coût marginal. C'est-à-dire quel est le coût, ça sera toujours celui qui est prêt à donner le plus haut prix. Oui. Alors, vous rajoutez à cela, depuis le 10 février, la Chine, elle est sur le nouvel an du dragon. Automatiquement, vous avez 1 mois d'arrêt des unités de production. Et vous rajoutez ça sur la chaîne, et vous avez automatiquement la flambée des prix. Parce que comme on travaille en flux tendu, ce qui fait que, là, automatiquement, un petit grain qui vient débloquer, qui vient grésiller un peu la chaîne, automatiquement, les prix ont flambé. Maintenant, au niveau de l'or, pour pouvoir justifier l'augmentation de l'or, comme vous savez très bien, madame, c'est qu'il n'y a plus aucun pays au monde dont sa dette n'est pas en dessous de 100% de son PIB. Mmh. Alors, vous imaginez que si vous avez un taux de croissance de 3% et vous avez des dettes sur lesquelles vous payez 4%, automatiquement, ces 3% vont être absorbés par les intérêts de la dette, mais il reste toujours 1% à payer. Mmh. Ces 1%, on va se retrouver en train de s'endetter encore plus juste pour pouvoir payer le loyer de la dette. Et ça, c'est au niveau mondial. Vous prenez par exemple les États-Unis, avec une dette qui frôle dans les 30 000 milliards de dollars. Si vous ajoutez juste 0,5% du taux, ça vous fait, madame, dans les
dans les 90 milliards de dollars supplémentaires d'intérêts, alors que vous savez très bien qu'ils sont actuellement à 1000 milliards de dollars d'intérêts à payer. Donc automatiquement, je peux vous garantir que les taux d'intérêt ne monteront jamais. Sinon, même si l'inflation, même si aux États-Unis, le patron de la Fed a laissé croire qu'il pourrait y avoir mathématiquement, ça ne sera pas possible parce que tout simplement. Bon, on sait que mathématiquement et les taux d'intérêt, la politique monétaire de la Fed, des fois, ils vont commencer à imprimer. Ça ne fait pas de sens. On imprime depuis tant 1000 $ par an juste pour pouvoir payer les intérêts de la dette. Alors, si vous voulez augmenter les taux d'intérêt, vous allez encore imprimer. Donc, vous allez faire baisser... Baisser, vous voulez dire les taux d'intérêt? Non, monter. Si vous montez encore, oui. Donc, automatiquement, dans vos intérêts... Oui, mais si l'inflation baisse, ils vont baisser aussi les taux oui, mais si l'inflation monte, même si l'inflation monte, ils ne pourront pas la faire monter parce qu'automatiquement, au niveau d'intérêt, ils n'auront pas les moyens de payer. À ce moment-là, c'est la raison pour laquelle tout le monde se cache derrière l'or. Très bien. Alors, est-ce que c'est la seule raison? Est-ce que vous partagez cet avis, Olivier Ravel, vous qui connaissez bien ces marchés des commodities? Alors, on l'a vu, les matières premières sont en hausse alors que l'inflation persiste pour certains pays, que les problèmes d'approvisionnement ont fait naturellement grimper les prix des matières premières, comme l'or, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et le secteur de l'énergie continue de connaître de mauvais résultats à long terme. Est-ce que vous pensez que ça pourrait encore se développer? Et comment et pour quelles conséquences? Merci beaucoup pour ces questions qui sont compliquées. Pour revenir très brièvement sur les ruptures d'efficience des chaînes logistiques, c'est tout à fait exact ce que M. Ouasseni a dit. J'irai même plus loin, il y a des impacts quand il y a de l'insécurité sur le taux des fret en ce qui concerne les coûts d'assurance. Il ne s'agit pas seulement de la disruption en termes de nombre de journées de voyage, de détour en prenant le cap de Bonne-Espérance au lieu de passer par la mer Rouge. C'est tout un système qui est géré en flux tendu, qui nécessite en fait plus de bateaux en nombre de bateaux d'acheminement pour acheminer la même quantité, puisque en rallongeant les délais, on diminue le nombre de bateaux disponibles pour le même nombre de marchandises. D'autres exemples qui sont plus liés au changement climatique, vous n'êtes pas sans savoir que, en ce qui concerne en particulier le canal de Panama, les sécheresses actuelles ont réduit la capacité de transport au travers du canal de Panama, ce qui contribue toujours, à restreindre et à diminuer les efficiences en termes de chaîne logistique. Pour revenir un petit peu maintenant sur les problématiques plus génériques, à savoir l'or, et les autres matières premières, il est clair qu'en ce qui concerne l'or, cette fameuse relique barbare, comme le disait Keynes, il y a une problématique qui est liée à la tension géopolitique. La tension géopolitique, évidemment, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui est l'insécurité en mer Rouge, la guerre en Ukraine, en particulier, puisque je suis européen et je suis particulièrement sensible à ce problème, on arrive à la fin de l'hiver et à la fin de la saison de la Rasputitsa, il faut s'attendre à une offensive russe en Ukraine. Ça va encore tendre un petit peu plus les marchés. Et probablement que c'est aussi dans cette configuration-là que le marché de l'or est particulièrement réactif et d'ailleurs inhabituellement décorrélé inversement au taux d'intérêt. Deux autres petits commentaires sur le marché de l'or. Faisant référence à la financiarisation des marchés. Une des conséquences de la financiarisation des marchés, c'est ce qu'on appelle le rééquilibrage des portefeuilles à date fixe, en particulier en début d'année et à chaque début de trimestre. Et dans la mesure où, quand vous avez une matière première qui surperforme par rapport à d'autres et quand vous investissez dans un panier de matières premières, vous allez forcément effectuer un certain nombre d'opérations qui vont contribuer à renchérir éventuellement les matières premières qui sont surperformantes par rapport aux matières premières qui sont sous-performantes. Et donc, début avril, début janvier, c'est pas un hasard si vous voyez en général des petites poussées de fièvre à ce moment-là. Quelques autres commentaires spécifiques sur l'or. Des poussées de fièvre quand même. La poussée de fièvre, elle dure depuis quelques semaines maintenant. Si on prend le métal jaune en l'occurrence, ça ne commence pas. Combien a pris le métal jaune ces 5 dernières années? Et que je dis 60%. Plus de 60%. C'est-à-dire que bien avant la Covid-19. C'est-à-dire que, et à l'époque, il n'y avait pas de guerre en Ukraine, il n'y a pas la pandémie, il n'y a pas. Enfin, je veux dire, le seul risque qu'il y avait, si ma mémoire est bonne, c'était des risques d'essoufflement du géant chinois. Alors,
pour revenir sur l'histoire du géant chinois, et on va dire d'abord, on va parler des banques centrales, des politiques banques centrales. Un des éléments qui n'est pas corrélé à des mouvements d'offres et de demande, particulièrement sur le marché de l'or, ce sont les attitudes des banques centrales. Dans les périodes de tensions géopolitiques, les banques centrales ont tendance à être prudentes, et la prudence étant mère de la sûreté, elles ont plutôt tendance à acheter des réserves d'or. C'est le cas, effectivement, tel qu'il a été publié récemment sur le World Gold Council, la Banque centrale chinoise est acheteuse et acheteuse significative sur le marché de l'or. Maintenant, au niveau des acteurs privés en Chine, vous savez vraisemblablement qu'il y a eu quand même pas mal de soubresauts sur les actifs chinois, que ce soit les actions, que ce soit l'immobilier. L'offre, on va dire le panel d'offres d'actifs d'investissement pour le privé, pour les personnes vivant en Chine est restreinte. L'or en reste une. Comme l'or en reste une, on a tendance à allouer plus en pourcentage sur l'or quand on est chinois, quand on n'a pas d'autres idées et pas d'autres moyens d'investir ailleurs. Donc on a des effets de bord de cette nature. Très bien, un commentaire sur cela. Est-ce que vous pensez, oui, Oussama Ouassini, est-ce que vous pensez que les BRICS, parce on a parlé de la Chine, la Russie qui a acheté en masse de l'or pour renflouer ses caisses littéralement avant le début de l'offensive en Ukraine. Il y a l'Inde aussi, notamment grâce à la demande intérieure avec une classe moyenne qui peut-être, ça peut être sur des quantités assez importantes au vu de la démographie de ce grand pays. Est-ce que les BRICS aujourd'hui ne font pas aussi un peu la pluie et le beau temps sur ce marché de l'or en l'occurrence? Oui, effectivement, Khadija, il faut comprendre une chose, c'est que effectivement tous les pays du BRICS, que ce soit le Brésil, la Russie, etc., ou bien l'Arabie Saoudite ou les Émirats ou d'autres pays qui ont été rajoutés, ils se sont mis d'accord sur quelque chose, c'est que toutes les transactions qui vont être faites au niveau commercial seront faites avec leur propre devise. Et la différence de la balance commerciale sera payée en or. Si, par exemple, les Émirats ont un excédent budgétaire commercial avec la Chine, c'est que les Chinois ne vont pas donner des bons de trésor yuan aux Émiratis, mais ils vont payer la différence en or. Et c'est par rapport à l'ensemble de ces pays qui font le BRICS. Pourquoi? C'est pour agir dans le cadre de la dédollarisation de l'économie mondiale? Il n'y a pas que ça. En France, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut comprendre une chose. La majorité des pays dans le monde sont tous endettés à plus de 100% du PIB. Oui. Donc, alors, si vous ne faites pas un taux de croissance qui est supérieur au taux d'intérêt de votre bon de trésor, vous êtes rentré dans ce qu'on appelle une trappe à dette. Vous ne pouvez pas. Donc, automatiquement, tous les pays ne croient plus en les monnaies ou en devises des pays avec qui ils font des transactions. Donc, tout le monde se cache derrière l'or. Pour vous donner un exemple très simple, depuis 20 ans, l'once, vous êtes d'accord avec moi, c'est toujours 99% de pureté et le poids est toujours le même. 20 ans avant et maintenant, on a multiplié par 4 sa valeur. Donc, automatiquement, ce n'est pas l'or qui est monté, c'est que la devise, la monnaie du pays, du dollar ou de l'euro ou du franc suisse, c'est eux qui ont baissé. Pourquoi? C'est à cause de la dette. Plus on est endetté, plus la valeur monétaire du pays baisse. Est-ce que ça veut dire que c'est aussi, parce qu'il s'agit aussi de peut-être expliquer cela, le fait que certains investisseurs se tournent vers l'or, c'est parce qu'ils ne font plus confiance au dollar aussi. Parce qu'ils n'achètent plus le dollar. Non, donc ça, c'est un autre élément qui joue en faveur du renchérissement de l'or, sans parler de la dévalorisation finalement du dollar ces 20 dernières années. Où surtout, ils savent très bien qu'ils n'arriveront jamais à rembourser de la dette. Donc pourquoi aller miser sur une monnaie qui demain n'arrivera même plus à payer sa dette? Voilà. Est-ce que les investisseurs aussi ne se tourneraient pas, parce que si on investit dans les commodities, vous en conviendrez, Madame Emran, si on investit dans les commodities, c'est un investissement à long terme. On n'est pas dans le court terme. Ça dépend de notre objectif. En fait, parce que justement, si on est des spéculateurs, on est là pour acheter et vendre et avoir des gains financiers et pas nécessairement acheter la commodité en elle-même. Ou peut-être que si on n'est vraiment que des spéculateurs, on va peut-être investir dans des entreprises qui sont dans les matières premières, au lieu d'investir directement dans la commodity. À travers les equities, en effet. En fait, ce qui est beaucoup plus courant, maintenant le problème est posé au niveau de la spéculation dans les marchés des matières premières, parce qu'en fait, les consommateurs, ils sont au final touchés par cette hausse et baisse des prix. Absolument.
C'est quelque chose qui est un peu plus courant dans les marchés des equities parce qu'ils sont en fait un peu plus risqués comme actifs de par leur nature. La nature, exactement. Mais les commodities ne sont pas censés être des actifs qui doivent être risqués parce qu'en fait leur hausse et leur baisse va impacter nécessairement un consommateur qui n'a rien à voir avec ces marchés financiers. Oui, d'autant plus que cette hausse et cette baisse dépendent de l'offre et la demande. Voilà. Censé, en tout cas. Censé. Dans la théorie. Exactement. Ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Pas dans son intégralité, en effet. Et est-ce que c'est valable aussi pour l'or ? Je pense que l'or, en fait, c'est assez spécial parce que comme c'est une valeur refuge, donc en fait, comme ça a déjà expliqué par M. Ossini, il y a déjà un changement de comportement dans tout ce qui se passe avec les banques centrales, mais je pense que c'est aussi en fait la sensibilité des investisseurs par rapport à cette matière première et leur confiance dans les politiques des banques centrales. Si je reviens il y a quelques années en arrière, en fait, on avait toujours des annonces de la Fed qui allaient hausser ses taux, on attendait chaque semaine, ça n'arrivait pas. Exact. Donc en fait, est-ce qu'on a perdu confiance dans les annonces en fait prochaines des banques centrales? Ça, c'est une question. Est-ce que ça a toujours la même crédibilité? Est-ce qu'on commence à avoir vraiment plus peur et que la valeur refuge de l'or prend encore plus d'ampleur aujourd'hui? Est-ce que vous y pensez, vous, est-ce que vous pensez que ce scénario de l'once qui franchit la barre psychologique des $3 000 est plausible? Je pense qu'aujourd'hui, un bon économiste ne pourra rien vous dire avec certitude. Et je pense que la Covid-19 et la guerre en Ukraine nous a bien expliqué que tous nos scénarios sont qui reste plausible. Je pense que oui, on ne peut pas l'écarter à 100%. Quel serait l'impact, justement, si l'or atteint ce pic? On parle de la flambée des cours de l'or, mais quel impact? Vous avez parlé justement des consommateurs. On va passer aux autres commodities, à savoir le pétrole, le gaz, et bien sûr les commodities agricoles très importantes. Mais quand on parle est-ce que ça affecte qui, finalement, cette flambée? Ça impacte, en fait, les consommateurs, les entreprises qui ont besoin de l'or, en fait, qui en font leur activité principale. Je pense qu'il y a des pays qui sont plus impactés que d'autres, notamment l'Inde, en fait. C'est un des pays qui suit l'or de manière un peu plus précise. Et je pense qu'in fine, c'est vraiment notre lecture, notre sentiment par rapport au marché qui sera plus impacté par cette matière première plutôt que sa consommation réelle. C'est toujours en fait par rapport à cette valeur historique de quand tout va mal, on revient vers l'or. Ça veut dire que les incertitudes sont accrues et du coup il y a de la fébrilité aussi dans des marchés beaucoup plus volatiles que ceux des matières premières, notamment les marchés financiers. Justement, je pense que c'est vraiment une lecture qui est très plausible aujourd'hui, avec l'augmentation du prix de l'or qui atteindrait les $3 000. Un commentaire, Olivier Ravel, sur ce seuil-là et sur aussi les conséquences peut-être sur les autres matières de ces marchés des commodities, les principales en tout cas. Rappelons aussi que l'argent a enregistré un bond significatif, le cuivre un peu moins. Bref, on voit clairement que les malheurs des uns font le bonheur des autres et vice-versa. Oui, tout à fait. Pour clore le chapitre sur l'or, il faut quand même essayer de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de la demande physique de l'or en dehors des banques centrales. L'Inde a été mentionnée de façon fort juste. C'est la saison des mariages en Inde qui est entre mai, juin et novembre et février. Les mariages en Inde, ce sont véritablement des événements importants dans la vie du cycle de prix de l'or. Parce qu'une bonne récolte, et c'est là où j'essaye d'expliquer un petit peu comment il y a finalement un lien entre des matières premières qu'on a oubliées, le prix de l'or va forcément dépendre de la demande physique d'or, puisque les cadeaux lors de la saison des mariages en Inde, c'est en général une ceinture en or ou un bijou en or. Si la récolte a été bonne, on aura suffisamment d'argent pour acheter plus d'or. Si la récolte a été mauvaise, on n'aura pas suffisamment d'argent pour acheter moins, ou on achètera moins d'or. Et donc, il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine intrication dans ce domaine-là. Enfin, pour revenir sur les problématiques de spéculation, il faut aussi comprendre, on va revenir un petit peu sur les marchés agricoles, c'est important. Nous allons y venir tout à l'heure. Je veux juste parce que vous l'avez dit, clôturer ce chapitre de l'or, et puis on passera aux autres commodities. Peut-être un dernier mot, peut-être si vous avez quelque chose à ajouter sur l'or pour qu'on passe à autre chose. L'autre utilisation principale de l'or, à part la demande physique pour en faire des bijoux, et donc l'importance de l'Inde est très forte, c'est la demande industrielle qui est en train de croître, puisque dans nos petits portables, téléphones, dans les salons d'appareils électroniques, on consomme de plus en plus d'or. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à un peu sous-estimer, à oublier quand on parle de l'équilibre des marchés physiques sur l'or.
cette demande industrielle est en train de croître de façon, dans sa part relative. Elle est beaucoup plus forte sur l'argent. L'argent est un marché le métal argent est un marché qui est beaucoup plus tourné vers l'industrie. Mais dans l'ensemble, ce sont des marchés qui sont en train progressivement de se recorréler un peu à l'activité économique en ce qui concerne en particulier les applicatifs de haut de gamme. Très bien. Oussama Ouassini n'est pas d'accord pour conclure tout de suite le chapitre de l'or. Mais je vous en prie, comme ça on clôt par votre intervention. Il y a approximativement, madame, il y a 399 mines d'exploitation d'or. Oui. Vous savez qu'une mine d'or, c'est approximativement 15 tonnes. Et pour 15 tonnes, on a besoin d'énergie pour pouvoir l'extraire. C'est l'équivalent de 30 000 foyers européens. Par mine? Par mine. Oh, wow. Alors, imaginez au niveau énergie. Donc, si le cours énergétique monte, automatiquement le cours de l'or monte. Ah, vous me facilitez la transition, Oussama Ouassini, parce que justement, on va parler de cette énergie. D'abord fossile. Avant qu'on passe par des énergies vertes, c'est un autre chapitre, mais les énergies fossiles. Les énergies fossiles, le prix du baril est ce qu'il est. On attend tous cette réunion de l'OPEP, n'est-ce pas, Sabrina Emran, et redonner un coup de boost à ce prix du baril qui est en dessous des $100. Importante pour le marché. À chaque fois, il y a une sensibilité très accrue par rapport à ces annonces-là. On les attend. Dès qu'il y a un petit bruit de couloir, ça fait vraiment bouger de manière très sensible les cours. En ce qui concerne ce qui est attendu, je pense qu'on se dirige vers une baisse des quotas de production par les membres de l'OPEP+. Et justement, la Russie qui compte en fait baisser son quota de production d'environ 400 000 barils par jour. Donc la baisse des membres de l'OPEP+, est d'environ 2,2 millions de barils par jour, au moins jusqu'à la fin du deuxième trimestre de 2020. Donc ce prix ou ce seuil, il bouge souvent, mais un des derniers, c'était en fait $60 le baril. Je pense qu'on est vraiment très très loin de les atteindre, ces $60 le baril. On est même vers des projections très haussières des prix du pétrole d'ici la fin d'année. Donc, d'une dernière étude de JP Morgan, elle prévoit même $100 le baril d'ici fin d'année si, en fait, la demande chinoise continue d'être à son niveau aussi important. Et même si, en fait, l'économie chinoise ne le permettrait pas, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait prendre la place, et c'est l'Inde qui pourrait, en fait, venir et combler cette demande chinoise. Donc, je pense, en fait, que ces prix-là, ils vont évoluer en suivant des événements vraiment majeurs à suivre. Donc, l'économie chinoise et indienne, encore plus importante. Je pense que ça n'aura pas un impact sur les 2-3 semaines à venir, mais c'est un élément stratégique à prendre en compte aussi au niveau des prix du pétrole à surveiller. Le cours du Brent, seuil de $90, est-ce que, Oussama Ouassini, quand on sait que ce qui se passe en Ukraine, la Russie qui a détourné, là, vous en conviendrez. Est-ce qu'aujourd'hui, Moscou vend à New Delhi le baril à $89 ou à 85 pour le... On est dans les $80 actuellement. Ouais. On va reprendre des choses d'un point de vue macro. Ouais. La production mondiale, c'est 100 millions de barils par jour. La consommation aussi. La majorité des pays ont signé les 17 objectifs de développement durable pour 2035. Les 7 plus grosses compagnies mondiales de pétrole faisaient des 300 milliards de dollars d'investissement par an. Sur ces 300, une plateforme de pompage, il vous faut 5 ans pour la mettre en place. Et ça, c'est valable pour le gaz aussi? Pas la même chose pour le gaz. Voilà, juste comme ça, on fait les deux en un. Maintenant, un rapport qui est sorti l'année dernière, je suis tombé par hasard de l'Agence internationale de l'énergie. Actuellement, on consomme 102 millions de barils par jour, alors que la capacité de production, elle est de 100 millions de barils par jour. Alors, lorsque j'ai zoomé sur le rapport, vous savez quelle est l'activité économique qui consomme le plus maintenant? C'est la parachimie. Et pourquoi? Parce qu'il faut faire appel, il faut répondre aux besoins de l'énergie renouvelable, les panneaux solaires, les éoliens, etc. Et on va arriver en 2030 à plus de 108 millions de barils par jour. Pour produire ce qui va produire de l'énergie verte. Donc, en gros, on va polluer davantage pour moins polluer après. J'ai encore plus loin. Sachant que les plateformes de production de pétrole sont ce qu'ils sont actuellement, c'est que nous sommes en train de pomper sur les réserves. Et alors, construire une nouvelle plateforme, je vous ai dit, ça va vous prendre 57 ans. En termes de flux tendu, on ne s'ira pas dans les temps. Alors, je vous parie que le baril sera à $150 minimum. 150 $? Ouais, minimum. Ça, c'est mathématique. Non, mais bon, à quel... Si. À quel terme, pas. À quel terme D'ici 2028. Ah, 2028. Oula, parce que là, on parlait juste pour 2024. Mais c'est moins cher. Ah oui, parce que là, 2024, $150, là, on a la moitié des téléspectateurs, ils vont faire un malaise. Non, mais ça coûte moins cher que la bouteille d'eau, d'un litre. Parce qu'à $150, le baril, il vous revient à peine 8 dirhams.
C'est tout. La différence, c'est que les taxes. Donc, ce que vous dites, c'est que si le baril, il est à 80 $ ou à 100 $, eh bien, à la pompe, je continuerai d'acheter le litre de diesel à 13 dirhams. Non. C'est-à-dire que le baril à 150 $, oui, c'est que le litre d'essence ne vous revient à peine à 8 dirhams. C'est ce que je dis. Donc, quel que soit le... Non, c'est-à-dire qu'en fait, le pétrole ne coûte pas cher. C'est les taxes qui vont venir se rajouter. Non, mais attendez. Parce que là, j'insiste. D'accord. Donc, ce que vous dites, si le baril est à 80 $... 150 $. Non. Ah, d'accord. Si le baril est à 80 $, ouais. Combien il est le litre d'essence? Même pas 3 dirhams, 4 dirhams. Ah, ouais, voilà, il faut préciser ça. D'accord. Donc, voilà. il est aujourd'hui Donc, normalement, le litre d'essence aujourd'hui, on l'achète à 4 dirhams voilà. au Sama Wassini. Voilà. Cela n'engage que vous si vous le dites. Le reste, après, on ne sait pas comment est composé justement ce Il y a les commodities, il y a commodities, bien entendu, qui vont rentrer dans le cadre de la spéculation. Mais disons, en tant que terme, en tant que pétrole, oui. Ça ne dépasse pas ces prix-là. Alors, vous avez parlé aussi de Olivier Ravel. Je pense que vous avez quelque chose à ajouter et surtout à réagir par rapport à la consommation mondiale de l'or noir pour réussir la transition énergétique. Vous en pensez quoi de ce que vient de développer Oussama Wassini? Ce sont des déclarations, on va dire, marquées, marquantes aussi. Je serais peut-être un peu plus doux sur les déclarations qui ont été faites. Ça fait maintenant une trentaine d'années que j'interviens sur les marchés de l'énergie et j'ai vécu d'ailleurs 148 $ le baril en 2007, de mémoire, 2007 ou 2008, juste avant le retournement. Brièvement, il faut comprendre quelque chose aussi à propos de l'or. Ce qui est vrai, c'est effectivement qu'en ce moment, on est en train de, surtout après la phase de Covid, on a sous-calibré les investissements dans l'exploration-production et donc on est en train de récolter les fruits de du sous-dimensionnement de l'investissement en exploration-production pendant les années de disette, mais que sur le temps long, les marchés et les compagnies de pétrolières intégrées et les compagnies nationales de pétrole ont toujours répondu présent. Autrement dit, plus le marché donne des signaux de prix qui montent, plus on trouve de nouvelles façons de produire du pétrole. C'est par exemple les forages horizontaux aux États-Unis qui nous ont permis de pouvoir étendre considérablement les facultés de production des États-Unis. Je suis beaucoup plus circonspect sur les déclarations concernant un pétrole à 150 $. Je ne suis pas sûr qu'on verra ce prix-là bientôt ou même pas bientôt du tout. La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'on a déjà commencé dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre de zones économiques dans le monde, aux États-Unis, en Europe de l'Ouest et dans d'autres cieux, une transition énergétique. Et on est en train, en fait, de remplacer une portion de la consommation qui était auparavant de consommation d'hydrocarbures fossiles par des hydrocarbures défossilisés. Je m'explique. La société pour laquelle je travaille transforme les carbohydrates qui sont contenus dans le maïs en jet fuel pour les avions. Aujourd'hui, ça a la même... C'est-à-dire, est-ce que... C'est la même molécule chimique. C'est la même molécule chimique. C'est les mêmes volumes qui sont nécessaires par rapport, par exemple, au kérosène. Est-ce qu'on parle de même volume d'utilisation? Alors, le volume d'utilisation par rapport à ce que vous pouvez mélanger quand vous faites, par exemple, tourner une voiture avec mélanger un petit peu d'éthanol, sur les avions, c'est beaucoup plus important. On fait 50-50. On fait ce qui était prévu parce qu'on a le Sustainable Aviation Fuel, le SAF. C'est un mélange à 50-50 de SAF et de jet traditionnel. Mais on a fait voler, on a fait tester aux États-Unis des avions qui volent très bien. Même on a fait un vol transatlantique avec Virgin entre Londres et New York. On peut voler 100% sur ce qu'on appelle du neat SAF, c'est-à-dire 100% de jet décarboné. Donc, plus on est en train de faire entrer dans le mix énergétique des produits qui sont, on appelle en anglais des drop-in fuels, c'est-à-dire dont on n'a pas besoin de changer l'infrastructure de transport, l'infrastructure de stockage, l'infrastructure de distribution. Plus on est en train de faire cette incorporation, plus on est en train en fait de créer les conditions
qui ferait qu'on aura de moins en moins besoin à terme d'une progression de la consommation d'hydrocarbures fossiles. La chose est également identique dans la chimie verte. On travaille actuellement chez Vivo et dans d'autres sociétés sur la faculté de remplacer une partie des briques de la chimie classique par de la chimie verte. On va faire de l'éthanol, puisque la société pour laquelle je travaille essentiellement sur la transformation d'éthanol en jet. On peut fabriquer d'ores et déjà de l'éthanol, non plus en faisant du craquage de naphtha ou du craquage du gaz naturel, ce qui sont les deux procédés classiques, mais en transformant des déchets d'un certain nombre de productions agricoles, que ce soit de la canne à sucre. Donc, vous parlez de déchets. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, ces biocarburants mettent davantage de pression, c'est ce que je disais dans mon introduction, mettent davantage de pression sur les commodités agricoles, alors qui subissent déjà, elles sont, j'ai envie de dire, en front line, des impacts, des tensions géopolitiques, ces commodités agricoles. Est-ce que le fait de se tourner vers ces biocarburants ne met pas plus de pression? D'ailleurs, le sucre, vous en conviendrez, atteint des sommets et des records aussi, rappelons-le, sur les marchés des matières premières. Il faut distinguer les effets climatiques des effets qui sont liés aux évolutions de l'offre et de la demande. Savez-vous quel est le pourcentage de maïs qui est consommé par la consommation humaine aux États-Unis par rapport à sa production? C'est 1%. 99% du maïs qui est produit aux États-Unis va soit dans la coupe éthanol, soit est transformé pour en tirer les protéines pour l'industrie animale, c'est-à-dire pour nourrir les animaux. Ce qu'on fait d'ailleurs, nous, quand on fabrique de l'éthanol et qu'on le convertit en SAF, on en extrait les protéines pour ne garder que les carbohydrates. On a la progression des rendements sur le long terme des productions agricoles permet tout à fait, je répète, tout à fait, d'accommoder sans étendre les surfaces les productions prévisibles de carburant vert. D'autre part, le changement climatique est en train de changer la donne. Tous les ans, on a des dizaines de milliers d'hectares qui sont rendus disponibles dans les pays de l'hémisphère. Donc, ce que vous dites, c'est que l'offre, elle baisse. Ces matières premières dont dépendent les biocarburants subissent déjà une pression, subissent déjà des envolées à cause de la sécheresse. Je n'ai pas cité tout à l'heure les causes primordiales, mais là, du coup, elles subissent une pression encore plus importante parce qu'il s'agit de la demande. Il y a déjà la pression de l'offre qui diminue à cause de sécheresse et des épisodes d'inondation. Et il y a aussi une crise de la demande et qui vient du secteur des énergies bio, enfin, ou en tout cas vertes. Alors, ça vient pas. Alors, il faut savoir que, par exemple, en Europe, la réglementation est très, très précise là-dessus. Tout ce qui peut servir à faire à manger n'est pas utilisable pour faire des biocarburants. De toute façon, c'est interdit. Donc, c'est pour cela que quand on est en train de faire des études pour savoir quel type de feedstock on peut trouver pour faire des biocarburants en Europe, on ne peut que se tourner vers les déchets industriels qui sont les résultats des process de transformation des matières premières agricoles. Après, sous d'autres cieux, peut-être que c'est différent. Soit au Brésil, en Indonésie, c'est peut-être un peu plus compliqué. Le Brésil est un petit peu l'Arabie saoudite de la canne à sucre et donc de l'éthanol, c'est-à-dire que ça fait maintenant de nombreuses années qu'ils ont produit énormément de canne à sucre. Oui, produit énormément de canne à sucre et détruit énormément de forêts aussi. Bon, c'est le poumon, et donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On veut aller vers une transition énergétique et verte alors qu'on détruit du vert. Bon, bref, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. C'est quelque chose à ajouter peut-être sur ce marché des commodities agricoles avant qu'on switch sur les minerais et matériaux critiques pour cette transition énergétique. Justement, oui, Sabine Amran. J'aimerais bien rebondir sur l'exemple du Brésil, justement, parce qu'en fait, les matières premières agricoles d'origine brésilienne et les coûts et les prix en fait, de l'énergie, ils sont très, très corrélés. Donc, en fait, en suivant les marchés des matières premières, je commencerai tout d'abord par voir comment ont évolué les cours du maïs et du blé, pour voir, en fait, est-ce qu'il y a une demande sur l'énergie au Brésil qui a fait augmenter ces cours-là, pour voir un peu, est-ce que ça a fait finalement augmenter le coût du WTI et du Brent. Donc, en fait, je pense que, comme ça a été expliqué, peut-être c'est différent en Union européenne, mais c'est vrai que le Brésil, c'est vraiment l'Arabie saoudite en fait, des biocarburants. Oui. Et ça a un impact très direct sur les commodités agricoles, comme vous l'avez en fait souligné en toute urgence au début de votre exact. question. Et ça fait que, c'est marrant parce que là, on marche vraiment sur la tête, parce qu'on
on observe ce qui se passe au Brésil, non pas par rapport à comment on va nourrir cette population, mais plutôt comment on va produire de l'énergie. Voilà. Oui, Sama Wassini. La guerre, qu'est-ce qu'il y a? Le PIB mondial actuellement, on est dans les 90 000 milliards de dollars. Oui. En 2030, sera de 130 000 milliards de dollars. Sur les 130 000 milliards de dollars, 50% proviendra soit de l'IA, soit de l'industrie 4.0. Donc 130 milliards, c'est-à-dire 65 000 milliards de dollars qui vont provenir de cette activité. Et vous savez très bien que cette activité, elle est énergivore. Oh. Donc il faut trouver l'énergie. Parce que le gâteau, on est d'accord dessus. Maintenant, la question qui se passe, qui va prendre la plus grosse part du gâteau? Oui. Donc il nous faut de l'énergie. Celui qui détiendra l'énergie aura la plus grosse part du gâteau. Tout à fait. Donc pour pouvoir avoir ce gâteau, donc, il faut avoir chercher de l'énergie. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on est en train d'inventer manger des criquettes, on va commencer à imprimer de la viande, on va commencer, pourquoi? Pour éliminer les activités où on consomme des matières premières agricoles, pour pouvoir les utiliser dans l'énergie. Passons à l'énergie renouvelable. Cette théorie, elle vient d'où? C'est mathématique, hein. Vous, l'énergie, il vous faut de l'énergie. Oui, bon, il y a le solaire, il y a l'éolien. Le solaire, lorsque vous avez, madame, si vous avez prendre ChatGPT, vous avez des serveurs qui travaillent le jour et la nuit, où la consommation est approximativement de 50 millions de dollars. Le soir, vous allez travailler avec quoi? Oui, mais justement, la technologie est en train d'évoluer par rapport justement à cette alternance. Mais on est en train d'arriver à une date butoir. C'est-à-dire en 2030, c'est qu'à un moment, il n'y aura pas assez d'énergie pour pouvoir répondre à cette demande. Oui. Comme il avait dit au niveau de l'or, c'est qu'on n'a pas préparé des infrastructures pour pouvoir répondre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver des moyens de pouvoir combler. Ces moyens pour pouvoir combler, ce sont les énergies vertes. Je ne parle pas de biocarburants, mais les énergies vertes, éoliennes, solaires. Maintenant, on parle aussi d'hydrogène vert, qui est fait à base d'énergie et qui est produit à base d'énergie non polluante, non fossile. Je parle d'hydrogène vert, pas d'hydrogène gris. C'est une autre histoire, justement. Et cela est en train vraiment, littéralement, de changer la donne sur ce marché des commodities. J'ai parlé tout à l'heure du lithium, du New South, qui s'intitule « Quand les éléphants se battent, l'Afrique transforme les plus grands fournisseurs ». On l'a compris, il y a l'Afrique. En effet. L'Afrique aujourd'hui a un rôle important à jouer dans ces minerais, notamment le cobalt et le lithium. Comment capitaliser sur cela? En effet, parce qu'en fait, 70% des réserves mondiales du cobalt se trouvent en RDC. Wow. Aujourd'hui, les véhicules électriques, dans les batteries de stockage, c'est également pour pouvoir en fait produire de l'énergie renouvelable. Donc, on les utilise également pour l'éolien. Donc, on a vraiment besoin de ces minerais critiques. Maintenant, le problème, en fait, c'est que la transformation, elle ne se passe pas localement. Elle se passe en fait toujours par le biais de développement dans la production d'énergie, dans les... Exactement, en fait. Donc, le pays n'a pas les moyens pour transformer localement. Donc, en fait, c'est des entreprises chinoises qui sont implantées dans le pays et qui ont le monopole de la transformation. On ne peut pas transformer le cobalt en Afrique. Donc, en fait, c'est pour ça que nous nous intéressons à comment on pourrait... Est-ce que déjà, ça serait la transition énergétique? Et deux, comment on pourrait faire cela, en fait? Parce qu'on a aussi une problématique de développement économique. Mais je pense que le besoin, il vient tout d'abord du fait qu'il y a en RDC, donc, qui atteint la santé des travailleurs dans les mines. En fait, dans des enfants. Dans des enfants, on a le travail illégal en fait, dans des mines traditionnelles. Donc je pense qu'un des moyens que les pays a trouvé pour contourner ceci, c'est qu'en fait, toutes les recettes qu'on aura de ces mines-là seront... Mais la deuxième chose, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il ne faut plus, ou dans la mesure du possible, se désengager un peu de la transformation à 100% qui est réalisée par la Chine. Donc, une première mesure qui a été faite, ça s'appelle en fait une initiative du Conseil de la batterie entre les deux pays. Donc, en fait, ça a été encouragé par les États-Unis. Je pense que les années à venir, elles nous diront à quel point ça a été efficient, mais je pense qu'il faut de plus en plus d'initiatives panafricaines en fait, à ce niveau-là, au niveau des minerais critiques. Le Maroc, en fait, il a un exemple qui est très encourageant et d'ailleurs honorable, celui du phosphate. Nous avons également du cobalt au Maroc. 11e producteur mondial de cobalt. En effet, 3e en Afrique. 3e en Afrique, absolument. Et je pense en fait qu'il y a en Afrique, je pense qu'il faut aller de plus en plus dans cet exemple-là. Je ne pourrais pas vous dire avec des chiffres. Ne pas produire ces batteries ici. Le Maroc est en train de se positionner là-dessus. D'où cette urgence d'intégration continentale, on ne parle plus d'intégration régionale, pour qu'il y ait une courbe de batteries africaines, en fait. Exactement. En gros. Oui, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, ça a été souligné dans un des rapports du CESE, c'est qu'en fait, aujourd'hui, un des problèmes que nous avons avec les matières premières, les minerais critiques, en fait, c'est que
au-delà du cobalt et du phosphate, elles ne sont pas assez connectées à la chaîne industrielle. Donc nous avons un secteur automobile qui est très très bien, nous avons des matières premières et des minerais critiques qui sont très importants, mais il faut plus les connecter au secteur de l'industrie, sinon on va vraiment perdre un manque qui existe en fait à ce niveau-là. Donc en effet, je pense que c'est une approche que nous essayons de pousser dans ce papier et je pense que vous l'avez parfaitement résumé dans votre discours également. Exact. Peut-être matériaux, même ces métaux précieux. On va partir de la voiture électrique. C'est la mode, la voiture électrique. Vous savez qu'une voiture thermique, vous avez deux. Et je vous ai même parlé des bornes où vous voulez, pour pouvoir brancher, pour pouvoir consommer, pour vous charger, c'est des bornes où on consomme 100 kg de cuivre. Ma question est très simple. Est-ce qu'on a autant de cuivre, sachant qu'il y a 1,5 milliard de voitures en circulation dans le monde et nous vendons plus de 30 millions de voitures par an? Est-ce que les minerais du cuivre est largement suffisant pour pouvoir répondre juste aux besoins? Et je ne vous ai même pas parlé au niveau des centrales électriques ou du câblage, etc., que nous avons besoin du cuivre. Donc la question que je suis en train de poser, c'est au niveau du lithium, vous devrez multiplier par 21 la production mondiale. Est-ce qu'on est capable? Au niveau de cobalt, si on part en 2050, il n'y aura plus de cobalt. Si on doit répondre à tout ça. La question en tant que supply chain... Vous êtes bien pessimiste. Non, en tant que supply chain, Madame Khadija, c'est que par rapport aux miniers, donnez-moi les chiffres. Ouais. Mathématiquement, ça ne passe pas. Peut-être que d'ici 20 ans, il y a quand même la recherche et développement qui permettront écoutez, moi, je vous parie, madame, d'autres minerais, d'autres matériaux. Je vais vous faire une confidence personnelle. Dites-nous. Comme je vous ai dit, il y a les 120 milliards de dollars de la guerre de demain. Donc, comme vous avez dit, 50% viendra de l'IA ou de l'industrie 4.0. Ce domaine ne peut pas évoluer dans un environnement où il y a toujours du litige, des conflits énergétiques. Donc, automatiquement, on arrivera un jour où l'énergie sera gratuite. Ce sera le seul moyen que nous avons. OK. On va finir par cela. Bon, gratuite et verte peut-être aussi. Oui, la fusion nucléaire. Hein. Olivier Ravel, un dernier mot pour clore le débat. Merci, c'est gentil de me donner le dernier mot. Je suis très optimiste. Je sais que toute la discussion sur les transformations et la disponibilité des minerais stratégiques. Les minerais stratégiques, c'est le coltan, le lithium, le cobalt et le gallium, qu'on distingue des terres rares. C'est effectivement un sujet important. La capacité à extraire, à enrichir sans causer de dommages environnementaux importants. Pourquoi la Chine? La Chine sur les terres rares en particulier, parce que la Chine a été prête à faire beaucoup de compromis sur l'extraction des terres rares, qui est très environnementalement impactante. On produit énormément de boue, de déchets quand on fait des terres rares, et c'est la façon dont ils ont établi avant tout le monde la faculté de faire les transformations de ces terres rares en produits finis, parce qu'ils étaient prêts. Alors qu'il y a d'autres pays dans lesquels on peut aussi faire des terres rares, on peut en faire aux États-Unis, on peut en faire en Australie, il y en a aussi quelques pays en Afrique. Mais le choix environnemental qui a été fait, c'était que ce n'était pas l'urgence. Les Chinois, eux, ont décidé que c'était l'urgence. Et donc, comme ils ont pris cette décision politique, effectivement, ils se sont retrouvés comme étant un petit peu les dominants dans la transformation d'une partie de ces terres rares et de minerais stratégiques. Je reste très optimiste parce que je pense que, en particulier en ce qui concerne les biofuels, on est en train d'assister, vous vous souvenez peut-être dans les années 60 de la révolution verte, on est en train d'assister à une deuxième révolution agricole et dans certains autres domaines, l'implémentation de pratiques durables, de la gestion des sols, l'utilisation un peu micrométrique de la dispersion des fertilisants en fonction des véritables besoins de la terre. On est en train de mettre en place, et on le fait nous-mêmes en partenariat avec le département de l'agriculture américain, justement pour approvisionner nos unités qui vont fabriquer du kérosène, on est en train de créer la possibilité de développer des récoltes bas carbone et qui vont être utilisées, qui vont être moins intensives énergétiquement. Merci. Et je reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous restez optimiste, c'est pour ça que j'ai laissé le dernier mot pour vous, c'est pour finir sur une note optimiste, enfin. Merci Olivier Ravel. Plaisir.
Merci à vous également, Oussama Ouassini. Et à vous également, Sabrine Emran. C'était un réel plaisir. C'était très, très enrichissant d'échanger sur des sujets aussi critiques. Merci à vous de nous avoir suivis et pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée.